Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode hors série de Aymen Kestrian autour d'un sujet aussi vaste qu'essentiel, celui de la formation des professionnels du cheval. Comment forme-t-on aujourd'hui les enseignants, les cavaliers, les responsables d'écurie, les acteurs de la filière équine ? Et surtout, comment cette formation doit-elle évoluer dans un monde où les attentes sociétales, environnementales, éthiques autour du bien-être animal prennent une place de plus en plus importante ? Parce qu'aujourd'hui, le débat ne se limite plus uniquement aux besoins fondamentaux du cheval, les fameux 3 F, Friends, Freedom, Forage. Il nous pousse aussi à réfléchir à la place du cheval dans le travail avec l'homme, à notre manière d'apprendre, de transmettre, d'enseigner et d'évoluer ensemble. Cet épisode nous a été proposé par Unilassal, un institut polytechnique engagé au cœur des enjeux de transition, qui rassemble aujourd'hui plusieurs domaines d'expertise, agronomie, environnement, alimentation et santé, numérique, énergie, géologie, mais aussi médecine vétérinaire et filière équine. Avec ses 4 campus, ses 4000 étudiants et ses nombreuses formations spécialisées, Unilassal s'impose comme une nouvelle génération de grandes écoles tournées vers les grands défis du vivant. Depuis 2024, le campus de Rouen propose notamment le master spécialisé Sciences et Management de la filière équine, pensé pour former les futurs managers et décideurs de la filière. Et dès 2027, Unilassal ouvrira une formation professionnelle inédite dédiée à l'éthique des pratiques équines pour accompagner les profondes mutations que connaît aujourd'hui notre secteur. Alors pour nourrir cette réflexion, on a réuni autour de cette table plusieurs intervenantes aux regards très différents et profondément complémentaires. On accueille d'abord Charlène Lourd, chargée de mission en ingénierie de la formation à Unilassal, à l'initiative de cette discussion autour de l'évolution des pratiques pédagogiques et professionnelles dans la filière équine. À ses côtés, Sophie Barraud, de l'école Blondeau, qui nous apportera son regard sur la transmission du savoir équestre, la notion de travail pour le cheval et ce que la relation homme-cheval peut produire lorsqu'elle est pensée comme une démarche réellement partagée. On reçoit également Céline Magot-Druon, formatrice expérimentée, responsable communication et relations internationales à la MFR de Fondeveille, qui partagera son expérience auprès des jeunes en formation initiale et son regard sur les évolutions du terrain depuis plus de 20 ans. Et enfin, Lucie Lecor, c'est la fondatrice d'Equimova, qui nous parlera des nouvelles approches de formation autour d'une équitation plus juste, plus consciente, plus respectueuse du fonctionnement du cheval. Ensemble, on va essayer de comprendre ce que signifie réellement former dans le monde du cheval aujourd'hui. Former techniquement, évidemment, mais aussi former des regards, des sensibilités, des responsabilités. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Aymen Kestrian. Bonjour à toutes, bonjour à vous 4. Bonjour Charlène, Lucie, Céline et Sophie. Je suis très contente de vous retrouver ce soir en marge du Jumping International de Bordeaux. On est donc tout début février. Cet épisode table ronde, qui est donc notre 3e table ronde depuis la naissance de ce format sur Aymen Kestrian, il a été insufflé par Charlène, puisque tu es venue nous chercher pour créer cet épisode hors série, pour parler d'un sujet qui est assez transversal et qui est celui de la formation des professionnels du cheval, faire un état des lieux sur son évolution, face évidemment à cette prise en compte croissante de ce sujet. Pour tout vous dire, ce matin, j'ai enregistré un épisode qui sera sans doute sorti au moment où on se parle, qui parlait aussi du bien-être animal, et on a vraiment évoqué beaucoup de facettes. Et donc voilà, je trouve que ça fait écho, et là on va aller dans un angle un peu plus précis. Donc je trouve que ça va bien compléter tous ces propos. Les discours aujourd'hui sont plutôt centrés sur le bien-être des chevaux, dans le respect de leurs besoins fondamentaux, qu'on appelle les 3 F. Ça, pareil, on en a beaucoup parlé
dans un autre épisode de Hymen Equestrian. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin avec vous. L'idée, c'est d'évoquer le bien-être des chevaux dans leur travail avec l'homme, en répondant à la question qui est la suivante. Comment forme-t-on les professionnels d'aujourd'hui dans leur ensemble, que ce soit des cavaliers amateurs, professionnels, enseignants d'équitation, cavaliers de loisirs, dans un contexte où la société est en pleine évolution, où le sujet, évidemment, fait beaucoup parler. Donc, une évolution qui est sociétale, environnementale, mais aussi numérique. Et ce sujet, donc, Charlène, tu nous l'as amené, mais c'est vrai que nous, on avait aussi envie d'en parler, puisque c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les épisodes de Hymen Equestrian. À plein de reprises, les cavaliers ont évoqué le fait qu'il y avait sans doute certaines problématiques au niveau de la formation qui se répercutaient ensuite sur le bien-être animal. Donc, je suis super contente qu'on puisse creuser ce sujet aujourd'hui ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table, que vous vous présentiez chacune les unes après l'autre. Charlène, je te laisse prendre la main peut-être. Merci beaucoup Léa d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast avec nous. Alors mon parcours avec les chevaux, il a commencé au début de mon adolescence dans un centre équestre de campagne. C'était pas du tout prévu au programme de mes parents parce que on n'est pas du tout une famille d'équitants. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est devenu une passion qui était omniprésente chez moi. J'avais même pour projet de m'orienter en tant qu'enseignante d'équitation, ce qui n'était pas du tout au goût de mes parents. Donc, ils m'ont préféré un parcours, on va dire, plus conventionnel. Donc, j'ai suivi un cursus universitaire. Et durant ce cursus, j'ai fait pas mal de jobs à côté, et y compris dans des haras de pur sang, où j'étais assistante d'élevage durant les saisons. Et à ma hauteur, je me suis aussi rendu compte à ce moment-là de certains dysfonctionnements qu'il pouvait y avoir au niveau du rapport au travail, du rapport avec les chevaux. Et j'avoue que ça m'a beaucoup questionnée en tant qu'amateur d'équitation. Et donc, j'ai voulu aller au bout de mon projet et de quand même travailler avec les chevaux, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que j'ai mené toutes mes études et mes recherches universitaires en lien avec le cheval. Ma première recherche, elle s'est portée sur le métier de palefrenier-soigneur, donc c'était en 2012. Et déjà à ce moment-là, en fait, je me questionnais sur est-ce que ce métier va évoluer. Et c'est drôle parce que déjà à l'époque, en fait, j'imaginais que dans le futur, ils allaient scanner des portes de boxe pour avoir toutes les informations sur les chevaux. Et en fait, je me dis que quelques années plus tard, on n'en est pas là, mais on se pose quand même toujours ces questions d'évolution. Ensuite, j'ai fait un autre mémoire sur, cette fois, le processus de décision. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui, vers 35, 40 ans, quand ils se posent des questions sur leur carrière, décident d'aller vers des métiers passion, donc les métiers du cheval. Donc, en fait, j'ai étudié un peu tout le processus de décision qui se passait en eux. Et enfin, j'ai terminé avec une thèse sur la manière dont on construit sa carrière dans les mondes des courses hippiques et des sports équestres. Donc voilà un petit peu pour mon parcours scolaire. Et j'ai eu la chance de travailler pendant 12 ans à l'Institut français du cheval et de l'équitation, dont 8 ans au service d'Equiresources et 4 ans en tant qu'animatrice et coordinatrice du conseil emploi-formation de la filière équine. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, je suis très satisfaite de ces missions parce que ça m'a permis de connaître l'ensemble des acteurs des différents secteurs. Et aujourd'hui, je me rends compte, c'est une force d'avoir une vision systémique, globale vraiment de cette filière pour un petit peu décortiquer les nœuds qui s'y trouvent et trouver les solutions adaptées. Voilà, donc cette expérience, elle s'est terminée. Depuis le mois de septembre 2025, j'ai intégré Unilassal, en tant qu'ingénieur de formation, parce qu'ils m'ont proposé un projet de création de formation autour de l'éthique professionnelle pour les acteurs du cheval. Et là, je me suis dit, pour une fille qui travaille sur la professionnalisation des acteurs du cheval, travailler sur l'éthique, c'était quand même une super opportunité, donc je l'ai saisie. Voilà, et donc aujourd'hui, on en reviendra un petit peu de comment ce sujet est né, mais en tout cas, pour ma présentation, j'en suis là. Unilassal, qui est donc partenaire principal de cet épisode. Lucie, est-ce que vous pouvez poursuivre ? Bien sûr. Déjà, je tiens à remercier Charlène et Léa pour votre invitation à parler à ce micro aujourd'hui. Moi, j'ai un parcours de reconversion dans le milieu du cheval, puisque j'ai aussi eu une autre vie professionnelle avant d'être aujourd'hui. Donc, je suis enseignante d'équitation.
Je suis spécialiste en biomécanique et je suis cofondatrice d'un nouvel organisme de formation qui s'appelle Equimova. Donc c'est un organisme de formation à destination des professionnels, tout métier confondu. C'est une formation dont le premier cursus s'intitule biomécanique et équitation et qui a pour but de faire monter en compétences donc les professionnels de la filière sur principalement les aspects anatomie, biomécanique, technique équestre, pour leur donner une vision, justement, Charlène parlait de systémique, mais voilà, pour leur donner une vision plus transversale et globale de ce que c'est qu'un cheval, non pas seulement du point de vue de la technique, mais aussi du point de vue de son anatomie, de sa biomécanique. Donc c'est une formation qui sera principalement dispensée en présentiel, avec le soutien d'une plateforme où on aborde aussi des questions liées à l'éthologie et à la physiologie, donc avec des intervenantes vétérinaires et spécialistes du comportement équin. Moi, c'est une formation c'est un organisme de formation que j'ai voulu créer parce que, en ayant moi-même été formée et diplômée du DEGEPS, j'ai pas forcément trouvé toutes les réponses techniques aux questions que je pouvais me poser pendant ma formation. Alors, j'ai évidemment beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée, j'ai moi-même suivi des formations complémentaires, mais j'ai jamais trouvé une formation qui me permettait de répondre aux questions que je me posais, moi, dans la pratique de mon métier et la pratique de mon équitation. Et en fait, j'ai un peu eu envie de créer la formation de mes rêves. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, donc avec 2 autres associés. Olivier Magnier, qui est, à part ça, directeur d'Equiphysio, qui est une école de masseurs en France, et Élodie Martineau, qui est masseuse équin. Voilà. Merci également de m'avoir invité ce soir pour participer à ce podcast. Donc moi, c'est Céline Magot. Je travaille actuellement dans une MFR. Et mon cursus, il commence toute jeune déjà comme cavalière de club en région parisienne, qui découvre du coup le poney dans l'anciennement le Poney Club de France, il y a quelques années maintenant. Et voilà, les choses se sont faites assez naturellement, où j'ai... après un questionnement à l'adolescence sur l'école, pourquoi je suis là, et alors que je ne rêvais que de chevaux, il fallait à l'époque pour ça sortir des sentiers battus, parce que la formation en lien avec l'animal était loin de Paris, en tout cas, ça c'est évident. J'ai eu la chance de croiser le chemin de personnes qui avaient pu avoir ces cursus-là. Et c'était une chance parce que les conseillers d'orientation à l'époque ne connaissaient absolument pas la voie agricole, en tout cas en région parisienne, et alors encore moins des formations en lien avec les chevaux. Donc voilà, par chance, il se trouve qu'en province, j'ai trouvé une école à l'époque qui proposait déjà des formations. Alors c'était le début, les années 90, des formations en lien avec les chevaux. Et là, je me suis éclatée, à lier l'école et ma passion. Tout ça, passer un bac, un BTS. J'ai suivi après un cursus universitaire sur Paris, toujours en lien avec le sport et allié à l'équitation. Et puis après cela, j'ai travaillé pour la filière. Donc c'était la naissance des CDE à l'époque, organes déconcentrés de la fédération au niveau départemental. Donc j'étais à la création de ces CDE, notamment dans le 92, donc toujours en région parisienne. J'étais revenue sur Paris. Et donc, très rapidement, j'ai eu envie de partir pour tout un tas de raisons qui n'avaient aucun rapport avec les chevaux, mais surtout avec la vie parisienne. Et du coup, je suis retournée en province et pour enseigner dans un lycée, justement, où j'avais fait ma scolarité. Et ça a commencé comme ça. Donc là, depuis 20 ans, aujourd'hui, j'enseigne. Alors, j'ai été dans différentes écoles, mais j'enseigne à des jeunes, du collège jusqu'au bac, et sur les formations BPGEPS, AE aujourd'hui, dans ces établissements. Je suis retournée un tout petit peu, à un moment, à travailler pour un conseil des chevaux. J'ai toujours gardé le lien, en fait, si vous voulez, entre la formation et la filière, mais que ce soit l'élevage et également les centres équestres.
j'ai toujours trouvé important que la formation elle reste assez connectée avec le terrain. Je pourrais certainement en parler un petit peu plus tard sur ces grosses machines de l'enseignement qui sont des fois très lourdes et très lentes, et un terrain et une société avant tout qui va très vite et dont eh bien, les chevaux et le milieu du cheval n'est qu'une répercussion, et tout ça, il faut s'adapter, nous, et après, forcément, les centres de formation pour nos jeunes. Voilà. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Moi, je suis Sophie Barrault. J'ai commencé ma carrière dans la filière équine par le cirque, le spectacle équestre La Cascade au Ludo Circus Forum, en région parisienne aussi, dans le 93. Puis ensuite, j'ai passé mon BE. J'ai ouvert mes écuries dans la baie du Mont-Saint-Michel. Après, j'ai eu les problèmes qu'ont beaucoup de cavaliers et de professionnels. J'ai eu des gros problèmes de dos, donc il a fallu que je me reconvertisse, mais en sens inverse. Et donc, j'ai fait une formation en éthologie. J'ai passé un master d'éthologie. Je suis allée travailler en primatologie sur un programme de cognition comparée chimpanzé-cheval au Primate Research Institute de l'université de Kyoto, où j'ai travaillé avec le professeur Tetsuro Matsusawa pendant 3 ans. Et puis ensuite, j'ai rejoint le groupe de recherche de Jocelyne Porcher sur l'animal au travail. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas et Florence Blondeau, et que j'ai rejoint leur équipe en tant que chargée de mission et formatrice à l'école Blondeau. Est-ce que vous pourriez me dire un peu qu'est-ce que ça vous évoque, vous, dans vos activités respectives? À quoi est-ce que, voilà, quelles sont vos premières pensées quand on vous parle de l'impact de la formation sur le bien-être des chevaux? Alors, je me lance. Donc, la place de la formation, elle est, à mon sens, importante, et en même temps, la formation, elle a des fois bon dos. C'est-à-dire qu'à écouter nos professionnels, la formation, elle va tout résoudre. Sauf que la formation, sans l'accompagnement des professionnels, elle ne peut pas faire grand-chose. Et ce qui est beau dans la formation, c'est qu'en fait, on est un groupe de personnes extérieures, un petit peu, en fait, c'est comme un monde un peu parfait, où on va leur dire, en fait, on va vous apporter une ouverture d'esprit, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et en fait, ça, des fois, on sent bien dans la filière que ça peut déranger. On a, Céline pourra parfaitement le dire, je pense, avec ces jeunes, on a des fois des formateurs qui sont impliqués, qui vont vraiment apprendre, je sais pas, des nouveaux mouvements, qui vont sensibiliser nos futurs professionnels, et je pense notamment à cette question de bien-être animal, d'environnement et de numérique. Et en fait, quand ils retournent à l'entreprise, boum, ça fait un peu effet soufflé. C'est-à-dire que ça retombe. Et là, la formation, on va la critiquer en disant « vous ne formez pas des professionnels qui sont clés en main ». Mais voilà, quel est le rôle aussi de la formation? Et sur cette question de bien-être animal, j'ai envie de dire que la formation, finalement, elle prend un petit peu comme tout le monde le sujet à bras-le-corps. C'est vraiment un sujet de société. Moi, ce qui m'inquiète plus dans ce sujet du bien-être animal, et je vais un tout petit peu sortir de la formation, c'est que là, en ce moment, j'ai vraiment cette sensation que c'est une pression qui vient de l'extérieur, alors que c'est la profession dans son ensemble qui aurait peut-être dû se saisir plus tôt de cette question de c'est quoi finalement bien traiter un cheval quand on le monte, quand on l'a à l'écurie, quand on l'a dans un centre équestre, etc. Et moi, j'ai un peu cette crainte-là de me dire, en fait, finalement, le bien-être animal, ça va les enquiquiner, ça va devenir une norme plutôt qu'une valeur, en fait, propre à la profession. Juste, j'ajoute, je viens ajouter un peu de l'eau au moulin par rapport à l'épisode qu'on a enregistré ce matin. Et donc, Déborah Bardou, qui est chargée de bien-être animal à la Fédération française d'équitation, me disait, honnêtement, il y a 6-8 ans, le bien-être animal était en effet vu très négativement. En fait, il venait en effet, comme tu dis, avec une pression de l'extérieur, du grand public sur notre pratique de l'équitation. Et elle trouve par contre, à contrario, que depuis vraiment quelques années, on se saisit à bras-le-corps de ce sujet pour justement amener vraiment quelque chose de très positif et vraiment faire évoluer nos structures. Donc voilà, c'était un peu le témoignage apporté dans cet autre épisode.
Moi, je voulais rebondir aussi sur ce que vous dites, Léa. Vous pouvez me tutoyer. Ce que tu dis, Léa. Merci, j'ai hésité. L'hésitation était palpable dans ma question. En fait, pour le coup, moi, j'ai beaucoup de jeunes diplômés qui viennent se former en post-diplôme à mes côtés. Voilà, en tant qu'enseignante d'équitation, là, pas en tant que... J'enlève ma casquette Ekimova et je prends ma casquette d'enseignante individuelle. Et qui sont dans une crise de valeurs, en fait, entre eux. Et d'ailleurs, beaucoup de témoignages anonymes sur Facebook que je vois beaucoup passer en ce moment se font l'écho de ça. C'est-à-dire, ils ne trouvent pas aujourd'hui, eux-mêmes ont des valeurs forte du point de vue de la volonté de respecter leur partenaire de travail au quotidien et dans leur travail, et ils ne trouvent pas les moyens de le mettre en œuvre à la sortie de leurs études sur le marché du travail, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un temps de latence entre une évolution de la société, certes, donc une évolution des jeunes diplômés d'aujourd'hui, un temps de latence donc, pour que ces jeunes-là infusent véritablement le marché du travail et le forcent, entre guillemets, aussi au changement. On sait que la résistance au changement dans le milieu agricole, il est quand même relativement, je trouve, conséquent. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'aussi, on connaît le temps de latence qu'il y a entre la connaissance scientifique et l'infusion de cette connaissance dans la pratique. Et je trouve que là, on est dans une période charnière. Moi, j'ai mené une étude de marché avant de créer Ekimova. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai rencontré Charlène. Ça a été la première personne que j'ai interviewée pour mon étude de marché. Et on arrive à un moment charnière où les trois finissent par se rencontrer, c'est-à-dire suffisamment de connaissances scientifiques pour que le milieu ne puisse pas faire comme si ça n'existait pas. Des jeunes professionnels qui ont des valeurs, des nouvelles valeurs, qui sont sensibles au respect de l'animal, et en plus, une clientèle en mutation. Et effectivement, une société elle-même en mutation, avec des gros scandales liés à la maltraitance animale, qui fait qu'aujourd'hui, ce sujet-là, oui, il est extrinsèque, mais il est aussi intrinsèque. Et je pense que la révolution, entre guillemets, de la formation des professionnels, elle part de ce moment de rencontre de ces trois facteurs-là. Si je peux rebondir, ce que je remarque, moi, chez les jeunes qui viennent en formation CS, éducation et travail du jeune équidé à l'école Blondeau, mais je pense que c'est un peu ce qui se vit un petit peu dans les autres formations de cavaliers jeunes chevaux, c'est qu'en fait, ces jeunes-là vivent une sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'ils vont en effet entrer dans un monde qui peut être un monde qui a des habitudes qui ne sont pas toujours des habitudes respectueuses du cheval, et puis surtout des organisations du travail qui sont souvent qui peuvent être brutales. Et en même temps, ils vivent dans une société où, en effet, on est sensible au bien-être animal. On est sensible à ce que vivent les animaux. Et la difficulté pour nous, moi, la première chose que j'essaye de leur faire comprendre, puisqu'en plus, je travaille avec Jocelyne Porcher justement sur l'animal au travail, c'est que faire travailler un animal, en soi, ce n'est pas un drame. En soi, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est déjà pas évident parce que dans les mouvements animalistes, il y a des mouvements animalistes qui sont assez radicaux et qui ont comme objectif quand même de refuser le droit au travail, je dirais, des animaux. Et donc, du coup, ils vivent ce paradoxe. Déjà, leur expliquer que faire travailler un animal, ce n'est pas un drame. Tout dépend comment on le fait travailler. Et tout dépend aussi comment on fait travailler les hommes et les animaux au travail. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, et en effet, si on a beaucoup évolué sur les connaissances sur le bien-être animal, lire les faciès, etc., il y a une chose, et ça je le dis vraiment en tant que chercheur, où pour l'instant on ne sait pas grand-chose, c'est comment les conditions de travail partagées impactent la qualité de relation entre l'homme et le cheval. Je donne un exemple tout bête, on en parlait tout à l'heure. C'est vous montez 8 à 10 chevaux par jour. Moi je l'ai fait, le 10e, quand vous êtes fatigué.
que vous avez pris la pluie ou le soleil. C'est très difficile. Et là, ils vivent un paradoxe. Ils vivent un paradoxe que peut-être nous, on vivait moins dans ma génération, que je pense que je suis la plus âgée de vous toutes, parce qu'en effet, on était certainement moins sensibles à la question du bien-être. Mais qu'eux vivent vraiment comme un paradoxe, parce qu'à un moment donné, on ne leur donne pas la possibilité de... Parce que pour créer de la relation, il faut du temps, et il faut de la qualité de travail, il faut des ambiances de travail de qualité, et ça, ils n'ont pas toujours. Et du coup, là, ils vivent un paradoxe. Et nous, on essaye de les préparer à ce paradoxe et de les aider à trouver leur place là-dedans. Céline, vous qui êtes donc au contact des jeunes depuis 20 ans, quel constat est-ce que vous faites de ce sujet-là ? Eh bien, là, on parle de temps. Et aujourd'hui, tout va vite. Et pour les jeunes qui écoutent même leur podcast en x2, on est vraiment loin. Mais là, je crois que c'est sociétal. On est... là, on va parler de choses, j'ai envie de dire, presque ancestrales, dans l'apprentissage de la communication, que ce soit entre humains ou avec l'animal. Bien sûr, il y a un temps d'étude, il y a un temps d'échange, et à chaque fois on revient sur le mot temps, qui est juste à l'opposé de ce que vivent et de ce que veulent les jeunes, mais les professionnels aussi, en fait. Nous-mêmes, aujourd'hui, adultes professionnels, tout va trop vite, on veut toujours aller plus vite dans nos tâches quotidiennes, pour en accumuler encore plus. Pourquoi aujourd'hui on parle de burn-out, on parle de charge mentale, tout ça, c'est des mots qui n'existaient pas il y a encore 5 ans, ou peut-être un petit peu plus, mais vous voyez, toutes ces choses-là, elles sont effectivement complètement paradoxales. Donc ça, c'est un point qui, nous... alors là, je reprends pour le coup ma casquette formatrice. Je crois que ce qui est important, en tout cas pour les jeunes, quand on parlait de professionnels qui mettaient en opposition, mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école ? En fait, vous arrivez chez nous, là, vous ne savez pas tenir la fourche, vous n'êtes pas efficace, ou... ce qui est important, c'est de construire un esprit critique, une ouverture d'esprit en tout cas. Parce que toutes ces choses, notamment sur le bien-être animal, qui arrivent pour nous, adultes, et qui doivent faire pleinement partie de leur formation, parce que aujourd'hui c'est un vrai débat et c'est une vraie prise de conscience et de pratique à avoir. Aussi bien nous, on va pouvoir enseigner des choses dans nos formations, aussi bien sur les professionnels, quand ils sont notamment en alternance, ils vont devoir avoir le même écho des professionnels. Et là déjà, il va falloir que chacun se retirer... le jeu de se relancer la balle ne peut pas sur le long terme construire des futurs professionnels. Si c'est toujours la faute d'un autre, déjà à l'adolescence, c'est jamais de leur faute. Si déjà les adultes formateurs, professionnels, formateurs d'école sont déjà dans les mêmes discours, c'est pas possible. Bon, ça, c'est une première chose. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais l'ouverture d'esprit, de savoir regarder, de savoir... nous, on est là pour planter des graines, en fait. On est là pour planter des graines et dans le milieu professionnel, ils sont là pour observer, pour engendrer des pratiques, remplir leur petite boîte à outils. Et plus on aura des comportements responsables sur le terrain, des petites graines bien plantées à l'école sur des thématiques, sur des choses qu'on est en train de construire. Là, on est en pleine réforme, notamment pour les bacs. Là, on vient de réformer le BPGEPS. Toutes ces notions de bien-être animal, elles interviennent à plein de niveaux dans les formations et elles sont prégnantes. On va avoir, en plus de la vigilance, on parlait un tout petit peu du numérique tout à l'heure, où il va falloir auprès du grand public
avoir les bons discours, les bonnes images, les bonnes vidéos, être toujours hyper vigilant dans les messages que nous, mais surtout eux, vont transmettre, parce que les réseaux, tout ça, c'est eux aujourd'hui qui sont vraiment très acteurs, d'avoir, et ça, c'est pas juste de dire oui, mais ça, si tu montres ça, tu vois bien, c'est pas bien. Il faut que ça prenne du sens, en fait. Il faut que ça prenne du sens et qu'en fait, il n'y aura plus de problème d'image parce que, en fait, leur pratique, elle deviendra, j'ai envie de dire, normalisée dans le bien-être et bien vue par un public qui aura été éduqué par de la bonne image, bienveillante. Voilà. Et il y a aussi une éducation, je pense, auprès du public néophyte qui n'est pas un peu loin de l'animal et un peu loin des chevaux, en tout cas, dans la connaissance des comportements animaux. Il suffit de lire les réseaux et parfois les animalistes, etc., sur la méconnaissance. Ils n'en sont même pas à savoir si on doit mettre du temps pour comprendre les animaux. Il y a une vraie éducation du grand public aussi sur qu'est-ce qu'un animal, quels sont ses besoins. Moi, là, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a une chose que j'ai remarquée depuis que je forme des CS, et en fait, c'est pareil, c'est assez paradoxal parce qu'on parle beaucoup d'équitation éthologique et tout. Moi, j'ai fait beaucoup d'éthologie. J'ai observé une population des poneys garanos, des poneys férots, avec la prédation du loup au nord du Portugal. Je conseille à tout cavalier d'aller faire un stage attaque, aller voir des chevaux Przewalski, vivre la méconnaissance de l'animal avec lequel il travaille. C'est-à-dire, en fait, il y a quelque chose chez le cheval. En plus, je pense que, si vous voulez, quand les chuchoteurs sont arrivés, ils ont fait une image un peu schématique du cheval, la dominant, dominée, alors qu'en fait, ce sont surtout les relations affines qui organisent la vie sociale des chevaux. Ce sont des animaux extrêmement complexes au niveau social. C'est pas pour rien que les primatologues, que ce soit Matsusawa, que ce soit Odile Petit, quand ils cherchent à reproduire ce qu'ils ont, par exemple, je pense à les processus de déplacement de troupeaux qu'ils ont observés chez les primates, quand ils veulent aller voir sur d'autres espèces, ils choisissent le cheval. C'est pas par hasard, c'est parce qu'ils ont une organisation sociale complexe. Le cheval est un animal négociateur complexe, avec des communications sociales complexes. Et il y a très peu de cavaliers qui savent ça, qui sont sensibles à ça. Lucie, je vois que vous voulez rajouter quelque chose. Oui, vous parliez de la connaissance de son comportement, de la manière dont il a de communiquer, mais je trouve aussi beaucoup de lacunes en termes de connaissance de la manière dont un cheval fonctionne d'un point de vue biomécanique et anatomique. Nombre de cavaliers qui sortent, et moi la première, c'est-à-dire que je suis diplômée. Quand je suis sortie de mon cursus de formation initiale, j'avais très peu de connaissances théoriques sur le système digestif du cheval, sur son système nerveux, sur sa locomotion en termes biomécaniques, donc en termes vraiment de ses schémas locomoteurs, de son anatomie. Vraiment, je trouve que les lacunes en termes de connaissances scientifiques qui sont actuellement disponibles ne sont pas forcément transmise, en tout cas voilà, je vais parler de mon expérience. Je trouve qu'il y a encore de grosses lacunes aussi de ce point de vue-là, de méconnaissance de l'animal avec lequel on travaille, quoi. Et j'ajouterais que pour tout ça, il faut du temps, parce que tout ça, c'est le fruit d'une expérience et d'une observation. Ce qu'il faut, c'est des jeunes qui sortent de formation. Ils ont eu le temps de formation, où on va leur avoir inculqué quelques bases, quelques théories, mais toute la connaissance, j'ai envie de dire, de ce dont on vient de parler, elle se fait avec le temps, que ce soit l'observation du comportement, et l'apprentissage à déchiffrer, à détecter,
et de la biomécanique, du fonctionnement, se faire un œil. Ouais, mais je trouve qu'il y a une différence, je me permets de t'interrompre, je trouve qu'il y a une différence entre exercer son œil, effectivement ça dure toute une vie de cavalier et on s'arrêtera d'enseignant de cavalier, etc. Il y a une différence entre exercer son œil et avoir des concepts. Là, je parle plutôt pour des formations, je vais plutôt du côté du BPGEPS, du DEGEPS. Qui sont quand même vraiment les formations principales aujourd'hui des professionnels qui ont affaire avec de la clientèle particulière, j'ai envie de dire. Parce que moi, je dirais que j'ai plutôt l'expérience de la clientèle propriétaire de chevaux qui fait appel à un moniteur pour prendre des cours. C'est vrai qu'en centre équestre, j'ai pas les compétences pour répondre à cette question de ce point de vue-là, parce que j'y ai jamais travaillé et c'est pas une clientèle à laquelle j'ai affaire au quotidien. Mais je trouve que même des connaissances relativement... Enfin, les comportements du cheval et son fonctionnement biomécanique ne sont pas des concepts qui nécessitent énormément de temps d'explication. L'affinage de l'œil, entièrement d'accord. Le temps est nécessaire pour après exercer son œil, aller chercher plus loin, etc. Mais je trouve qu'il y a un défaut. Et je vais dire ça clairement, et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé ce cursus. C'est qu'il y a des problématiques, en tout cas sur mon territoire, je suis dans le sud de la France, il y a des problématiques de sortie de jeunes diplômés qui viennent en cours théorique particulier à la maison pour revoir des concepts de qu'est-ce que c'est que le pas, qu'est-ce que c'est que le trot, qu'est-ce que c'est que le galop. Et ça me paraît pas être des concepts très complexes. Et qui pour autant sont essentiels quand on commence à travailler avec un cheval, quoi. Nous, on a fait un programme de recherche, une ANR qui s'appelle Rehorse, où, d'ailleurs, c'était une idée de Nicolas Blondeau. C'était sur la reconversion des chevaux de course. On s'est dit, mais en fait, la question qu'on nous a posée, c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour organiser la formation des chevaux de course, la reconversion des chevaux de course. Et donc, on a pris les textes d'Étienne Bedan, le préparé. Donc, Étienne Bedan, le préparé des chevaux, c'était un beau-chériste. C'était que du travail à pied et du travail au pas, un pas ample et lent, qu'il appelait le pas averti. Et donc, on a pris 2 chevaux, une pur sang et une jument de sport, et on les a entraînés à travailler dans ce pas lent, ample, pendant 2 ans. Et grâce à Flo, qui est une jument de CSO, qui avait commencé sa carrière en concours et qui n'était quand même pas très très bonne. Sur 110-115, c'était pas terrible. Elle a fait toute cette formation au pas. Elle ne sautait que sur les concours. Et on a travaillé avec Sophie Bio à l'IFCE, avec l'intelligence artificielle. Et on a vu que de jour en jour, elle a pris du renforcement musculaire, elle a pris de l'amplitude du pas, elle a pris un pas ample, un pas beaucoup plus... Et elle est classée en 135. Et en fait, moi, comme je devais suivre ce travail, je me suis intéressée aux publications. Et en fait, il n'y a aucune publication scientifique sur, par exemple, la proprioception chez les chevaux. Il y a très très peu de connaissances. C'est très compliqué, en fait, aujourd'hui, pour les jeunes, d'avoir toutes les informations sur le cheval, parce qu'en fait, moi, à ma place de chercheur, il y a plein de trous dans la raquette, quoi. En fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des discours interactifs avec les jeunes et de pouvoir vraiment partager avec eux nos questionnements. Aussi accepter qu'on ait des questionnements, qu'on ne peut pas répondre à tout, mais qui sont aussi acteurs de l'évolution de nos savoirs. Moi, je voudrais compléter sur ces différents témoignages que vous avez eus. Il y a le temps, il y a l'observation, il y a l'expérience et il y a la rencontre. Il y a la rencontre parce que ce qu'on peut observer, c'est que en formation, on a plusieurs types de publics. On a ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Donc ceux-là, en fait, du coup, les amener en formation, c'est compliqué. Ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas. Après, il y en a qui savent qu'ils ne savent pas. Et donc là, ils vont venir chercher la formation. Et là, c'est le public qu'on pourra avoir. Bon, après, il y a ceux qui savent. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais on va rester sur ces 2 premiers groupes. Et en fait, ceux qui ne savent pas, moi, j'ai remarqué, ils ont ce déclencheur avec la rencontre d'un cheval qui leur fait vivre quelque chose qui n'est pas
commun. Un cheval un peu hors du commun qui va les marquer dans leur carrière. Parce qu'en fait, on se rend compte que les chevaux, ils ont cette capacité d'emmagasiner un maximum de contraintes sans trop broncher. On va pas se mentir. En fait, on arrive quand même à faire le parcours. On arrive à gagner quelques podiums. En fait, après tout, on va pas changer, on va pas révolutionner. Voilà, si on gagne, c'est que ça marche. Alors que quand on va être face à un cheval un peu plus sensible, un peu plus pointilleux, où vraiment on va dire là en fait, il faut que je change mon système, ou du moins il faut que je le questionne parce qu'avec lui ça ne marche pas. Et c'est là en fait où on se met face à notre méconnaissance et on voit l'étendue du chemin encore à parcourir. Et c'est là où on se rend compte réellement, et pas que dans les mots, que la formation, elle est perpétuelle avec les chevaux et qu'en fait, c'est eux qui nous font apprendre en permanence. Et on en revient un petit peu aussi à cet idéal de l'homme de cheval avec un grand H ou la femme de cheval. De ce côté, en fait, on est reconnu homme de cheval quand finalement, et Vanina Deneux le dit très bien, en s'appuyant sur des textes, bien évidemment, mais c'est que quelque part, on fait passer son plaisir après. Et ça, c'est une formation que les chevaux aussi nous apprennent. Alors peut-être pas au début. Est-ce que c'est ça aussi, d'avoir le temps avec la formation, la prise de recul, de se dire, voilà, au début, on est un peu gourmand, on est amateur, on veut faire des concours, on veut se faire plaisir nous. Il est un peu boiteux, mais allez, ça passe, on y va quand même. Et voilà. Lucie, tu veux ajouter Oui, parce que je trouve que c'est très intéressant, Charlène, ce que tu viens de dire. Et je pense que tu as mis le doigt aussi sur quelque chose d'important, peut-être à changer, mais en tout cas à pointer dans les formations, justement, c'est de changer le critère de réussite. C'est-à-dire que pour l'instant, le critère de réussite des jeunes cavaliers et jeunes professionnels, c'est un critère de performance en compétition. Et pas un critère de bien-être au travail, pas un critère et c'est pas ça qui est valorisé non plus par le système actuel. Et ni par la société, de manière exactement, générale. et j'allais en venir là. Et comme tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure en introduction, le monde du cheval est un reflet de notre société, et je pense que la mutation qui est en train de s'opérer dans le milieu du cheval, avec, c'est pas pour rien qu'on est invité à ce micro aujourd'hui, que le bien-être, c'est le cœur des conférences du Jump au Salon de Bordeaux cette année. Ça a été le cas avec Italian. C'est au cœur de la seule manière dont on aborde le cheval d'un point de vue médiatique, c'est du point de vue du bien-être. Et je pense qu'en fait, la question qu'on doit se poser aussi, c'est qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un critère de réussite avec un cheval ? Est-ce que c'est le fait de gagner tous les week-ends ? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir un cheval dont les besoins fondamentaux sont respectés, dont la progressivité dans le travail est respectée ? Et je pense que c'est aussi la clientèle d'aujourd'hui qui vient questionner ça chez les professionnels qui recherchent aujourd'hui. Enfin, je réfléchis en parlant et je trouve que c'est hyper important de rappeler que pendant très longtemps, ce qui a été valorisé, que ce soit dans la société et dans le milieu de l'équitation, c'était la réussite avant tout. La question qu'on s'est posée aussi en préparant cette interview, et moi c'est quelque chose qui m'a frappée puisque comme sans doute la plupart de ta clientèle, Lucie, j'ai depuis 15 ans évolué dans des écuries de propriétaires. Et ça fait 1 an que je suis, pour des raisons personnelles, retournée dans un très grand centre équestre dans la région lyonnaise, qui fait aussi écurie de propriétaire, mais je suis de nouveau au contact de ces enfants qui apprennent à monter à cheval. Ça me passionne. Ça me passionne de voir en fait l'école d'équitation, en fait ces gamins qui sont passionnés par les chevaux, curieux, etc. La question quand même qu'on peut se poser, et pour le coup... les chevaux dans l'écurie dans laquelle je suis sont vraiment très bien traités, mais la réalité, c'est que quand on apprend à monter à cheval, je ne suis pas sûre que le bien-être animal, ce soit la priorité, ou en tout cas, on a forcément des gestes tests, des attitudes ou des choses qui font que forcément, on n'est pas toujours dans le sens positif du cheval. Comment est-ce qu'on répond à cette problématique-là ? C'est-à-dire, comment dans des grandes structures comme ça, où d'un côté, il y a toute la partie enseignant d'équitation, comment gérer tous ces poneys, ces chevaux qui sont au travail toute la semaine, et aussi pour ceux qui apprennent, comment est-ce qu'on respecte leur intégrité tout le temps, tout en apprenant ? Vaste sujet. Vaste sujet. Moi, je veux bien en dire un mot, et puis je passerai évidemment la parole à mes collaboratrices, mes co-interviewées.
Déjà, je pense qu'il y a aussi d'autres modèles économiques viables dans un centre équestre. J'ai eu un petit podcast pendant quelques mois et j'ai été interviewer une collègue monitrice qui a un centre équestre avec pas mal de monde, alors certainement à plus petite échelle qu'un gros centre équestre lyonnais, mais quand même, et pour qui la prise en considération de l'animal en tant qu'animal avant d'être un animal utilisé dans l'équitation est enseignée et la prise en considération de qui il est en tant qu'animal fait partie de l'enseignement de club. C'est-à-dire qu'elle fait passer ses galops à ses élèves, elle sort en compétition en hunter. Pour autant, dans son cursus annuel avec ses élèves, le poney est pris en compte. Il y a des séances de travail à pied, il y a des séances de théorie, il y a des séances effectivement où on va sauter, il y a des séances... il y a aussi un certain nombre d'outils que les enfants n'utilisent pas sur leurs chevaux jusqu'à un certain âge, jusqu'à un certain niveau technique, qui évite un certain nombre de problématiques aussi. Par exemple, les mains instables. Une main instable est moins désagréable pour un cheval avec des rênes attachées à un licol plat qu'avec un mors dans la bouche. Je ne suis absolument pas contre l'usage du mors. Bien au contraire. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible, même à grande échelle, d'adapter des pratiques pour garantir un peu plus de bien-être du point de vue de l'animal utilisé. Et puis, il y a encore autre chose, c'est que, notamment par rapport à ces histoires d'utilisation de l'animal, ne serait-ce que l'adaptation du matériel, par exemple. C'est possible aujourd'hui d'avoir un matériel adapté, donc de renforcer le confort du cheval dans son utilisation par un grand nombre de cavaliers. Enfin, moi, je trouve qu'il y a peut-être des réflexions à mener aussi du point de vue de... Il n'est pas question de se dire qu'on deviendra un excellent cavalier du jour au lendemain et qu'on fera l'économie d'un apprentissage et des gestes maladroits qui auront un impact sur le cheval. Évidemment pas. Enfin, on apprend en apprenant. Donc ça, c'est OK. Mais on peut trouver des moyens de minimiser l'impact de nos erreurs sur l'animal en ayant conscience qu'on est en train d'apprendre, en ayant donc conscience que de faire des pauses, ça peut être utile, et pour le cavalier, et pour le cheval. Moi, je me rappelle, j'ai des souvenirs de séances où on ne faisait aucune pause, ni pour les animaux, ni pour les humains. Encore une fois, on en revient à la notion de temps. Hein. Les séances de mise en selle. Oui, mais pourquoi pas la mise en selle ? Pourquoi pas de faire des séances de longe ? Enfin, ça fait partie longtemps de l'apprentissage des cavaliers, d'être longé, et ça, peu importe le nombre de cavaliers par séance. On peut avoir 8 cavaliers qui sont longés pour travailler leur fonctionnement, leur assiette. Enfin, je veux dire, tout ça, ça fait partie aussi des choses qui sont possibles. Mais c'est une très bonne question, Léa, que tu nous poses, parce que souvent, on a une tendance à négliger cette première partie de l'apprentissage qui est inévitable. Alors, tu dis, les jeunes équitants, ils font forcément des erreurs, mais en fait, on se rend compte qu'on en fait tous. On en fait tous des erreurs. Mais bon, il y a ce passage obligé où effectivement, on n'a pas la jambe fixe, on n'a pas la main fixe et notre corps le gêne. Et donc, cette première partie de mise à poney, en fait, elle est même un peu dénigrée dans la profession. Je ne sais pas si vous avez cette sensation, mais en gros, super, on a les entraîneurs, on a les coachs, on a les moniteurs, et puis, on a les animateurs d'équitation, en gros, amuser les enfants avec les poneys Shetland. Alors que c'est là, en fait, on a toute la substance à venir. Et pourquoi il n'y a pas de cours particuliers ? Alors, je sais qu'économiquement, ça demande à revoir beaucoup de choses pour un centre équestre. Mais je ne sais pas, moi, on se dit les 5, les 10 premières heures, l'animateur ou l'enseignant, il se focalise. Et du coup, l'enfant, avant d'aller dans un cours collectif où il va être un peu noyé dans la masse, et en fait, il aura déjà ses premières bonnes bases. Et ça, en plus, ça peut fidéliser des jeunes qui vont se dire « Ah bon, on s'intéresse à moi, puis je progresse, et puis je prends du plaisir assez vite. » Donc ça, c'était ma première réflexion, et du coup, ça repositionne la question de la formation, y compris dans nos centres équestres. Et autre moyen technique aujourd'hui qu'on a, on a des simulateurs qui sont de plus en plus aboutis. C'est-à-dire que, OK, on est prêt à payer 1 heure d'équitation pour faire de la mise en selle. En revanche, qui est prêt aujourd'hui à payer 30 minutes de simulateur pour travailler sans abîmer le dos de son cheval, sa bouche, etc. Voilà. Ça, c'est une question qu'on peut aussi se poser. Aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens d'apprendre un peu différemment. Alors, nous, à l'école, on a actuellement un simulateur que l'on utilise. Je pense, au vu des demandes qu'on peut avoir de l'extérieur pour l'utilisation de ce simulateur,
que si les centres équestres avaient ce genre de matériel, il serait très utilisé et il y aurait une demande. Ça, c'est pas... et les gens seraient prêts à payer pour se perfectionner sur un simulateur où le moniteur, il est à côté, il va repositionner la jambe, le bassin, voilà. Là, c'est... comme pour le cours particulier pour des poneys, a priori, si l'heure de cours dans un cours classique, il est au même prix pour un cours particulier pour son enfant, la maman, elle va payer. Je pense juste que, économiquement parlant, c'est juste impossible. Enfin, si sur les cours poney, voilà, on a entre 6, 8, là je parle pour de l'ultra débutant, parce que c'est de ça dont on parle. L'enfant, il vient chercher le contact avec le poney, donc si on lui met la première séance sur le simulateur, bon, ça va peut-être le faire rire le premier coup, mais bon, voilà. Économiquement parlant, ils ne vont pas pouvoir passer sur 2, 3, 4, 5 séances les enfants de manière complètement individuelle avant d'arriver sur un cours collectif. Le modèle, il risque d'être difficile à mettre en place, quoi. Alors, il est difficile, mais il n'est pas impossible. Et il y a déjà des centres équestres qui le mettent en place. Alors, effectivement, c'est à voir aussi selon l'élève, mais ne serait-ce qu'une initiation où vraiment on est attentif à chaque mouvement de l'élève. Mais je sais qu'il y a des centres équestres qui le font en place, et je pense notamment à Nicolas Mabir dans la Manche, qui le fait, ouais. Alors, moi, je peux vous donner mon expérience personnelle. Parce que quand j'ai monté mon centre équestre, donc moi, en fait, j'ai monté mon centre équestre, j'avais que mes chevaux de spectacle et puis j'avais une culture circassienne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu un manège rond. J'ai éduqué mes poneys comme des chevaux de cirque, c'est-à-dire qu'ils avaient tous leur place. Et surtout, et du coup, les petits cavaliers n'avaient pas à s'intéresser à la question de la direction. En plus, je travaillais avec un ami qui était BPGEPS Art du cirque. Donc, il les faisait jongler à cheval, ce qui oblige à travailler la verticalité. Il les faisait travailler aussi sur la poutre, sur des choses comme ça. En fait, comme beaucoup de sports, peut-être de développer des compétences hors du cheval. Et en fait, pour moi, quand j'ai passé mon BE, il y avait quelque chose qui me paraissait un petit peu incohérent. On me demandait de faire des jeux aux enfants. Donc les jeux, ça demande d'être autonome. Donc ça demande, je veux aller à droite, donc ou à gauche, je tracte à gauche, je tracte à droite. Alors qu'une fois qu'on a l'équilibre, et nous, c'est aussi ce qu'on voit avec nos cavaliers jeunes chevaux. La première chose qu'on regarde pour tester nos cavaliers jeunes chevaux qu'on accepte en CS, c'est l'équilibre à cheval. Parce qu'un poulain, quand il va faire son premier pas monté, ce qui va être important pour lui, c'est qu'on ne le dérange pas. Parce que déjà, le fait qu'on soit là, ça va le déranger. Donc, on ne va pas en rajouter, je dirais. Donc, ça, c'est une chose. Et je trouve que dans ta question, ce qu'il y a de très intéressant, c'est le fait qu'en effet, on est sur une grosse structure. Et là où, pour moi, le concept de bien-être ne suffit pas à régler la question de ce que j'appelle la santé mentale et physique des animaux au travail, c'est la question c'est parce que ça ne peut traiter que la question de l'individu, de l'individuel. Alors que faire en sorte que des animaux et des humains travaillent ensemble avec une santé mentale et physique de bonne qualité, ça demande de traiter une question collective, qui est l'organisation du travail. Et donc, en effet, il faut repenser les organisations du travail. Et ça, pour l'instant, c'est peut-être pas complètement d'actualité, on va dire, surtout dans les grosses structures. Moi, pour avoir un peu travaillé avec le BP, les centres équestres de la Courneuve ou des choses comme ça, c'est très compliqué pour tout le monde. Hein. C'est pas une critique et c'est aussi très compliqué pour eux d'organiser ça avec beaucoup de poneys, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnel.
d'après vous, depuis qu'on parle de ce sujet, et maintenant ça fait pratiquement 10 ans qu'on en parle quand même de manière plus ou moins importante, quels outils est-ce qu'on a mis en place finalement pour améliorer le bien-être animal grâce aux formations? Et je me demandais notamment, Sophie, est-ce que le travail à pied, le travail de l'équitation éthologique, ça peut être notamment un des moyens d'améliorer la formation des enseignants, notamment d'équitation? Alors moi, je ne suis pas une spécialiste dans l'équitation éthologique, mais ce que nous avons remarqué... Je me permets de rappeler à tous nos auditeurs, parce que ça revient souvent, mais l'éthologie est une science. Et c'est vrai que c'est toujours à prendre un peu avec des pincettes, ce terme-là. Non, mais en plus, j'ai pratiqué un peu, j'ai des amis qui pratiquent, mais je ne connais pas toutes leurs techniques. En revanche, que ce soit, nous, dans la méthode Blondeau, il y a beaucoup de travail à pied côte à côte. Nous, quand on a fait Cheval-et-Duc, donc c'était un programme de recherche avec Jocelyne Porcher sur le débourrage, où on a observé 100 poulains mâles et femelles débourrés à la méthode Blondeau. Déjà, on avait remarqué une chose, c'est que dans ce travail côte à côte, à pied, il y avait ce qu'on a d'abord appelé un accordage locomoteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les jambes du cavalier étaient complètement accordées, synchronisées aux membres aux antérieurs du cheval. Et ensuite, quand on a fait Rehors, c'est qu'on a retravaillé avec Grassaflot en prenant le travail de Bedan, des Bochéris sur le travail à pied encore côte à côte. Et là, vraiment, on voyait une vraie synchronisation comportementale. Et donc, je suis allée chercher. Il n'y a pas de publication chez le cheval, mais il y a des publications sur la synchronisation comportementale chez les chiens, enfin, avec un chien et un humain qui marchent côte à côte en laisse. Car le chien en laisse. Hein. Et du coup, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que s'il y a synchronisation comportementale, c'est qu'il y a obligatoirement une attention bidirectionnelle. L'animal s'intéresse à l'homme et l'homme s'intéresse à l'animal. Et en plus, ils ont fait des relevés hormonaux. Et quand il y avait cette synchronisation comportementale, il y avait sécrétion de ce qu'on appelle les hormones du bonheur, donc dopamine, etc., etc. Et donc, là, je pense qu'on a des moyens, faudrait faire la même chose peut-être avec les chevaux, il y a des moyens de rendre observable le travail de coopération entre l'homme et le cheval. Vous voyez, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais donc je pense qu'il y a vraiment dans le travail à pied, dans l'équitation éthologique, ils sont moins côte à côte, ils sont plus face à face, mais aussi dans le face à face. Si vous voulez, moi ce qu'on avait remarqué, c'est que dans le travail face à face, dans le travail à pied, et dans le travail dans cette allure lente du pas, on a le temps d'observer, on a le temps de construire quelque chose et de vraiment prendre le regard de l'autre. Et ça, je pense que c'est très positif. Peut-être pour finir, il y a aussi une autre question qu'on s'est posée avec Charlène en préparant cet épisode, c'est, et vous en avez parlé, et là je vais m'adresser au troisième groupe, aux gens qui savent, pour parler de l'impact qu'a le numérique, c'était aussi le thème de notre problématique, et des réseaux sociaux qui sont très forts aujourd'hui dans notre société. Pour reciter peut-être un exemple aussi pratico-pratique, on a sorti un extrait de notre interview avec Steve Gerda il y a une semaine qui parlait justement entre autres du bien-être animal, qui disait que voilà, lui parfois il avait des chevaux qui sont au pré et quand il pleut des seaux d'eau, il y en a qui sont très bien dehors et il y en a qui demandent à rentrer et que lui-même il saurait pas vraiment dire en fait qu'est-ce qui est le mieux, mais en tout cas voilà, il essaye de les comprendre. À ça, on a eu énormément de retours. Certains se sont alliés à Steve Gerda, d'autres se sont opposés en disant bah oui, un cheval aime être dehors, quoi qu'il arrive. Je vous demande pas de répondre à cette question-là, je vous demande plutôt de constater et de me faire part aussi de votre avis sur comment est-ce que la jeune génération elle doit se situer aussi par rapport à cette communication 2.0 et s'en protéger aussi quand il s'agit de ce sujet-là, du bien-être animal. Là, par exemple, l'interview avec Steve Gerda, elle montre quelque chose des réseaux sociaux, et on en avait parlé avec Céline, c'est ce côté un peu binaire. C'est blanc
c'est noir. Je pense sincèrement, alors que ce soit notre société ou là le sujet avec les chevaux, on est davantage dans des zones grises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et en fait on fait aussi en fonction de l'individu, Sophie en parlait tout à l'heure. Effectivement, faut pas quand même qu'on oublie, et donc là je pense aux chevaux de Steve Garda qui sont des chevaux de haut niveau et donc qui sont conditionnés dans une vie. Et en fait, c'est pas parce qu'on dit un cheval il est bien, parce qu'il doit être, un cheval bien, il doit être dehors. Si le cheval il a été conditionné depuis son plus jeune âge à être en boxe, à avoir des soins, à avoir son groom qui fait telle et telle action, d'avoir un cavalier qui est très pointilleux, et d'avoir une couverture la nuit, etc. Mais si demain vous dites « j'ouvre les portes de mes box et tout le monde dehors et bonne nuit les gars, soyez heureux », bah là honnêtement, on va être du coup pas dans une bientraitance animale, et c'est aussi des fois le risque du bien-être, c'est qu'on va à l'inverse de la bientraitance animale. Donc ça, je pense aussi qu'il faut qu'on écoute davantage nos professionnels qui connaissent leurs chevaux. Et donc c'est-à-dire que si lui, il ressent à un moment donné, lui, je sens qu'il a envie de rentrer parce qu'il crie et en fait, il se sent mieux dans son box parce qu'il a le dos trempé. Et ma foi, s'il peut le rentrer, qu'il le rentre. Voilà. Si en revanche, il sent qu'il y en a un, il peut dormir toute la nuit et au contraire, et ça lui va bien, on s'adapte. Je pense aujourd'hui que c'est ça, c'est que dire les box, c'est pas bien, les écuries actives, c'est génial, le champ, c'est encore mieux. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire de notre cheval ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Donc ça ramène aussi la question du travail avec lui. Quels sont mes moyens à disposition ? Quel est le contexte ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux lui offrir ? Quelles alternatives sont les meilleures ? Et donc c'est vrai que le problème des réseaux sociaux, si on prend ce sujet-là, on a tendance à montrer des bouts de vidéos de plus en plus courtes. C'est-à-dire que maintenant, limite en 5 secondes, c'est génial, on a la moitié de la population qui est capable de donner un avis éclairé sur la situation. Alors que nous-mêmes, on est là en train de se dire, moi ça fait 12 ans que j'ai cet animal au quotidien dans la maison, je n'arrive pas à savoir ce qu'il veut réellement. Et je pense que c'est un petit peu le risque avec les réseaux sociaux et de notre jeune génération qui, ils sont nés avec. Nous, on n'est pas nés avec. Donc on a un peu ce regard critique. Eux, ils sont un peu emprisonnés de ça. Moi, j'ai certains jeunes qui m'ont même dit, mais tu te rends pas compte la chance que tu as de ne pas être obligé d'être sur les réseaux sociaux. Ça veut quand même dire qu'ils ont une certaine pression et en fait, ils doivent toujours montrer une superbe image. Et en fait, avec les chevaux, on a des très beaux métiers parce qu'on vit des moments extraordinaires et c'est des images beaucoup plus waouh que quand on est dans un bureau ou dans une usine ou dans un camion. Mais attention quand même à pas aller trop vite. Et justement, on parlait du temps, et c'est pas parce qu'on voit quelque chose qu'on est capable de donner son avis, parce qu'en fait, on donne son avis avec ce que nous, on connaît, mais on connaît pas la situation de la personne qui l'a filmé. Moi, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable par rapport aux réseaux sociaux, mais je trouve aussi que ça met un certain garde-fou. Parce qu'aujourd'hui, on sait que certaines choses sont filmables, certaines choses sont diffusables sur les réseaux sociaux. Il y a eu notamment des reportages, je pense notamment au reportage de Canal+ sur Elstrand, où tout a été fait en caméra cachée. Voilà, moi je trouve que en fait c'est un assez bon gars. Alors encore une fois, vraiment, je dis pas que les réseaux sociaux c'est la panacée, mais néanmoins, je trouve que ça permet à tout le monde de vraiment se poser la question de savoir ce qui est montrable ou pas. Ce qui doit être changé, et voire même ça oblige le changement de pratique. Alors là, on n'est plus du tout du côté de le bien-être, le respect de l'animal au cœur des nouvelles pratiques, mais on est à le respect de l'animal. En fait, sinon, on ferme la porte parce qu'on va être dénoncé sur les réseaux sociaux. Alors, c'est certainement pas la meilleure façon de faire évoluer les mentalités et les pratiques, mais c'est relativement efficace. Ce qui est juste critiquable, moi aussi, tiens, je vais être avocate du diable. C'est là, en tout cas, non, ce qui est regrettable, c'est de se dire qu'en fait, l'initiative, et ça reboucle avec mes premiers mots, en fait, ça vient pas du collectif. Et c'est ça, en fait, qui est dommage, c'est de se dire qu'en fait, ils ont peur de l'extérieur, alors que même ce sujet il devrait être central pour eux. Ça devrait être le socle de nos pratiques. Et ça le sera. Mais je pense qu'on en parlait, je crois, tout à l'heure en off. Pour trouver un curseur médian, il faut aller dans des... Ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Avant de trouver le juste milieu, que l'envie naisse de l'intérieur, il y a toujours des extrêmes
d'un côté et de l'autre, et avant que la société, avant que la filière, quelle qu'elle soit, les filières quelles qu'elles soient, s'emparent à bras-le-corps de manière intériorisée, conscientisée de l'intérieur, il y a forcément des choses qui viennent de l'extérieur les bousculer quoi, dans leur pratique. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à la polémique, par rapport au box, c'est là où je dis il faudrait que tous les cavaliers, toutes les personnes qui vivent avec les chevaux aillent voir des familles de chevaux qui vivent dans la nature. Parce qu'on voit tout de suite, en fait, on a tendance, nous les éthologues, à parler des règles générales. Mais quand on va voir les chevaux vivre dans la nature, on voit énormément d'animaux que j'appellerais dépareillés. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui n'aiment pas le social. Il y a des animaux qui vivent à côté du groupe familial, mais en fait, ils aiment bien être tout seuls. Puis il y a des animaux qui sont collés aux copains et il y a de la différence individuelle. Et en fait, ces différences individuelles, elles ressortent aussi dans le milieu domestique. Et ce qui est vraiment important dans la formation, c'est d'apprendre aux jeunes à observer les animaux et en effet à observer celui qui a... Nous, on a eu une pur sang anglais de reconversion qui venait d'Auteuil. Le pré, ça a été pour elle au départ compliqué. Il a fallu... C'est un vrai travail d'introduire un animal dans un milieu naturel, enfin dans quelque chose qui ressemble au milieu naturel. C'est un travail. Et en effet, il y a des chevaux qui vont avoir envie de quelque chose de plus alternant. Et donc, c'est ce qui est important, c'est d'observer les animaux. Mais je pense que, rapidement, très très rapidement, je pense que c'est hyper intéressant ce que vous venez de dire à propos de l'importance de la transversalité des connaissances sur les professionnels. Avant, on avait tendance, je trouve, à sectoriser. C'est-à-dire, le BPGEPS, le DEGEPS va s'occuper de sport. L'éthologue va s'occuper de comportement, l'ostéopathe va s'occuper de problèmes d'ostéopathie, le vétérinaire va s'occuper de médecine allopathique, de médecine vétérinaire, et je trouve que on segmentait et chacun des professionnels avait l'impression d'avoir la réponse ultime à tous les problèmes qu'un cheval pouvait rencontrer, sans prendre en considération du tout la pluralité des regards que ça implique de s'occuper correctement d'un animal. Et donc, de la nécessaire transversalité des regards et de la formation en fait. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de savoir comment entraîner un cheval pour être un homme de cheval accompli. Effectivement, la nécessité d'avoir des connaissances éthologiques, des connaissances physiologiques, des connaissances anatomiques, etc. pour faire du professionnel un humain capable d'avoir une lecture fine de l'animal avec lequel il travaille. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Parce que tout à l'heure, je parlais de la réforme justement des formations, parce qu'on parle beaucoup d'enseignement en fait là, de BP, mais il ne faut pas oublier toutes ces formations des CAP, palefreniers-soigneurs, les soigneurs, nos bacs, qui sont justement ces jeunes qui apprennent à être hommes de cheval, on en parlait avant d'aller passer peut-être à un moment ces diplômes d'enseignement. Et aujourd'hui, alors ça l'a toujours été plus ou moins, mais cette transversalité, on l'a de plus en plus et on va l'avoir de plus en plus avec les réformes des diplômes. Justement pour chaque prisme abordé en fait, que ce soit sur l'alimentation, sur la physiologie de manière très générale ou sur l'habitat, le comportement, là on parlait aussi de travail à pied dans les pratiques de soins qu'on va apporter, cette dimension de bien-être animal, elle est récurrente. Elle va être vraiment, là, à la lecture des ébauches qui sont faites. Il y a même des gros retours en arrière qui sont faits, par exemple, sur le débourrage, qui était un élément clé du bac. Hein. Donc c'est un peu l'ultime parcours, quand on est sur la filière vraiment très cheval, le CGEH, donc pas le CGEA qui est plus sa dimension élevage, où on va, cette dimension de débourrage, revenir plutôt sur toujours l'accompagnement de l'éducation du jeune cheval, mais sur du travail à pied, sur une ébauche sans aller... C'est-à-dire que ça, on revient encore sur le temps, mais ça viendra après.
Ça viendra après pour celui qui va vouloir aller sur le CS, qui va vouloir se spécialiser là-dedans. Mais là, on va encore une fois planter des graines, on va encore ouvrir l'esprit et l'esprit critique. Et juste aussi, l'ouverture, je m'occupe de l'ouverture à l'international pour les jeunes, mais l'esprit critique, je crois qu'on a notre problématique bien-être en France, mais de pouvoir les envoyer voir ce qui se passe ailleurs, c'est aussi, je trouve, quand c'est possible, et c'est ce qu'on fait, on essaye au moins, c'est hyper important et hyper structurant. Parce que quand on va dans une écurie dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où on prend des fois un peu 50 ans, voilà, ou quand on va aller en Irlande sur un schéma beaucoup plus le cheval vers l'extérieur, enfin voilà, des pratiques vraiment différentes, quand ils reviennent, ça leur permet, ce fameux curseur, de recentrer sur OK, voilà, donc je vais sur des autres extrêmes, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, et du coup aussi, qu'est-ce que j'en fais et comment je communique là-dessus. Parce que déjà, quand ils sont sur ces projets-là, ils sont encore une fois derrière leur portable, ils sont bien les commentateurs de leur vie au quotidien, mais là du coup ils vont commenter ce qu'ils voient et c'est intéressant de voir que on va enlever cette dimension de jugement parce que ils prennent conscience que il y a des dimensions de rapport à l'animal dans les pratiques qui font sur leur lieu de stage en France, mais qui peuvent voir aussi à l'étranger, très différentes, mais malgré tout avec un bien-être animal qui peut avoir parfois un point de vue différent suivant là où on se situe entre les différents professionnels dans des pays différents. Je vais un tout petit peu sortir de ta question du numérique, mais là, les propos de Céline, ils marquent quelque chose qui est très important de comprendre dans la filière. Et ça va répondre à nos professionnels qui ont une tendance à critiquer le niveau de formation de nos élèves. Et en fait, ça va permettre de faire le lien aussi avec la formation continue, parce qu'on en a très peu parlé, mais les professionnels tout au long de leur vie continuent de se former. On entend dans ton discours, on les fait monter en esprit critique, en ouverture d'esprit, sans le jugement, faire différemment. Et en fait, là, moi, je me pose la question de finalement, la formation, elle a ce rôle d'élever, au sens propre du terme, d'élever des âmes, des esprits, des jeunes talents. Rendre adultes. Les rendre adultes. Et citoyens oui, du monde. Et en face, on a des professionnels qui, des fois, sont un peu piégés dans leur système. Ils manquent de recul, ils manquent d'ouverture d'esprit, ils manquent d'esprit critique. Et donc, en fait, ils se retrouvent avec des jeunes. Ils se disent, mais en fait, tu sais pas passer le balai. C'était ton exemple, je crois. Mais en fait... tenir une fourche. Mais en fait, la formation, elle amène beaucoup plus que ça. Elle amène beaucoup plus que le simple exécutant. Donc oui, la formation, pour répondre à ta toute première question, Léa, elle n'est pas là pour livrer de la main-d'œuvre clé en main des bons exécutants. Elle est là pour amener des futures personnes compétentes qui se posent des questions et qui veulent de plus en plus savoir le pourquoi. Pourquoi je fais ça ? Quelles sont les connaissances derrière que je vais mobiliser ? Et ça, je crois que ça dérange un tout petit peu nos professionnels qui sont un peu confortables en disant on a toujours fait comme ça. Et le changement, on sait qu'il est difficile, que ce soit dans l'agriculture notamment. Et donc la formation, elle est bien sûr grande ouverte aussi aux professionnels installés. Tout à l'heure à Bordeaux, on entendait une table ronde. Il y a moins de 20% de nos employeurs dans la filière équine qui se forment chaque année. C'est rien. En fait, quand on connaît l'amplitude de leur palette de compétences, gestion d'entreprise, management, cheval, et là on se dit, elle est où la formation aussi pour eux ? Alors, la formation, ils vont me dire, oui, mais on se forme entre nous, entre pairs, on est légitime entre nous pour se filer un petit peu les petits conseils. Oui, mais là, en fait, désolé, mais ça ressemble plutôt à du mimétisme qu'à de la formation, où on va effectivement ouvrir un petit peu l'esprit et à sortir un peu de l'entre-soi dont souffre aujourd'hui la filière équine. Et avec la formation éthique professionnelle que j'essaye de créer donc avec Unilassal,
L'idée, c'est bien de leur amener à la fois les connaissances du cheval en tant qu'animal, parce que là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, même pour eux, et de les amener progressivement à une analyse de pratique, en fait, de prendre juste ce temps de formation pour... On recule, on sort de la tête dans le guidon, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui pêche et ce qui nous empêche d'avoir une formation qui permet l'évolution. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup à vous quatre pour ce témoignage, d'avoir apporté votre pierre à l'édifice. Et puis, on ne manquera pas de questionner nos auditeurs aussi sur la question. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Merci. Léa. Merci. Sophie Barrault s'est formée auprès de Nicolas Blondeau. Elle est aujourd'hui enseignante à l'école Blondeau et elle est également chargée de mission recherche au sein de l'INRAE. Vous l'entendrez également en fin d'épisode. Sophie avait à cœur de prendre quelques instants pour rendre hommage à Nicolas Blondeau. Étant donné le décès de Nicolas Blondeau le 22 janvier, si vous le permettez de dire un petit texte hommage à Nicolas Blondeau. Nicolas Blondeau nous a quittés le 22 janvier 2026, terrassé par un arrêt cardiaque. Cela faisait 10 ans que je participais à l'aventure de l'école Blondeau. J'avais conscience, entre Nicolas et Florence Blondeau, de vivre une histoire passionnante. Mais lors des obsèques de Nicolas Blondeau, je me suis rendu compte de l'envergure du personnage en voyant cette foule massée, profondément triste, envahie par son absence, orpheline. J'ai vu tous ces élèves venir vers nous pour nous soutenir, nous engager à continuer à faire vivre l'école Blondeau. Pour rendre hommage à Nicolas Blondeau, je veux vous livrer les mots des cavaliers, mais aussi des chercheurs du groupe Animal Lab de l'INRAE qui nous ont accompagnés pendant cette aventure. Voici donc ces mots. Jade Odoul, éducatrice de jeunes chevaux et comportementaliste labellisée SFECA. Il a été le premier à me faire confiance. Son enseignement est au-delà des gestes techniques. Il permet de se trouver et de grandir. C'est d'émotions et de sensations qu'il est question quand on entre dans la cour de Nicolas Blondeau, et c'est ce qui nous lie à jamais. Olivier Subilo, éducateur de jeunes chevaux, employé à l'IFCE. Pour moi, Nicolas a changé ma vie. C'est une personne qui m'a fait comprendre que les sentiments que j'avais pour les chevaux sont un atout, et surtout que sa méthode pouvait changer le regard des gens sur les chevaux. Guilhem Le Guyon, éducateur de jeunes chevaux. Le couple cheval-cavalier réalise de très belles choses rapidement, sans pression. C'est ce que Nicolas m'a apporté par sa méthode qui permet d'éduquer les poulains tout en les rassurant. Laetitia Lebaquer, chef d'entreprise de centre équestre. Nicolas m'a appris à lire et comprendre les chevaux. Lui-même était un livre vivant. C'était un plaisir de l'entendre et de le voir à l'œuvre. Valentin Meignier, éducateur de jeunes chevaux, chef d'entreprise, écurie de valorisation de chevaux de sport. Nicolas m'a montré que ça ne sert à rien de bloquer les chevaux. C'est du bon sens qu'il faut et de la cohérence humaine. Alexandra Bordes, éducatrice de jeunes chevaux, pré-entraînement de chevaux de course. Avec Nicolas, j'ai appris que tous les chevaux se plaisent dans l'apprentissage du moment qu'on utilise un langage qu'ils comprennent. Il disait toujours « Rien ne doit être fait à cheval sans que ce ne soit préparé à pied ». Mélanie, monitrice d'équitation, éducatrice de jeunes chevaux. Monsieur Blondeau m'a fait découvrir une équitation respectueuse et dans le contrôle des émotions, tout en étant à leur écoute, que ce soit les siennes ou celles du cheval. Monsieur Blondeau m'aura appris à chercher, à comprendre et à connaître l'individu avec lequel nous évoluons et non pas à le contraindre, dans le but de créer une relation la plus saine possible. Erin, jeune chef d'entreprise écurie des Roncinières. Monsieur Blondeau m'a appris à lire les chevaux. Il m'a également donné envie de transmettre cela au maximum. Philippe Bouyala, éducateur de jeunes chevaux, meneur d'attelage. Nicolas abordait les chevaux sans a priori, sans appréhension, sans contrainte de temps et toujours avec bienveillance. Élise Le Foll, responsable d'écurie, qui a secondé Nicolas Blondeau ces dernières années. Il y a des personnes qui marquent une vie sans jamais chercher à laisser une trace. Monsieur Blondeau, vous faisiez partie de celle-là. Vous êtes parti trop tôt et il reste ce vide lourd et silencieux. Mais il reste surtout ce que vous m'avez transmis, votre savoir, votre exigence, votre vision du métier et cette confiance immense que vous m'avez accordée
en me confiant vos écuries, les yeux fermés. Croire en moi plus que je n'y croyais moi-même est un honneur que je n'oublierai pas. Nicolas Ménard, cavalier enseignant de l'école Blondeau, chargé de la valorisation des chevaux de sport à l'école Blondeau, ancien écuyer du Cadre Noir. Nicolas m'aura marqué par sa faculté de compréhension vis-à-vis des chevaux, à la dextérité avec laquelle il entrait en relation avec eux. Son approche et ses actions étaient d'une précision immuable, toujours effectuée dans un timing et une synchronisation parfaite afin de transmettre avec clarté ses indications. Merci pour votre transmission. Il y avait les cavaliers, mais aussi les chercheurs d'Animal Lab. Sébastien Mouret, chercheur INRAE. Nicolas Blondeau nous a appris que les chevaux ne demandaient qu'à comprendre ce que nous leur demandons de faire, courir, sauter, donc travailler. Cela veut dire que nous devons toujours nous poser la question au quotidien de la bonne manière de leur demander de travailler pour que le travail ait un sens pour eux. Vanina Deneulebar, chercheur IFCE. Nicolas Blondeau avait à cœur de montrer l'intelligence et les capacités d'initiative des chevaux. Pour que cela se réalise, il fallait que l'homme ou la femme s'investisse pleinement dans la relation, avec des sentiments profonds, mais sans effusion pour l'animal. Il a montré que travailler avec les chevaux, que le sens même du travail avec les chevaux, ne pouvait se réaliser que loin du bruit du monde et hors d'un temps toujours plus accéléré. Jocelyne Porcher, directrice de recherche INRAE. J'ai eu le sentiment, en rencontrant Nicolas Blondeau et en travaillant avec lui, qu'il était à l'image des chevaux, un être au-delà des mots, fait de patience, d'amitié, d'intimité, un être, comme l'écrit le poète, dont le chant est un ruisseau. Et ce ruisseau, sans aucun doute, n'a pas fini d'irriguer nos relations d'intelligence avec les chevaux. Quant à moi, chargée de mission recherche et formatrice à l'école Blondeau, il était pour moi un accélérateur de neurones, m'obligeant sans cesse à la rigueur dans mes observations. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire un rapprochement avec le professeur Tetsuro Matsusawa, un très grand primatologue avec lequel j'ai travaillé. Il avait la même façon de produire un face-to-face avec les animaux qui avaient le pouvoir de mettre en valeur leur personnalité. Je voudrais finir par un échange entre Nicolas Blondeau et un de ses plus anciens élèves, Jean-Pascal Landais, cavalier de sport. Jean-Pascal pose cette question à Nicolas Blondeau. Les chevaux ressentent nos émotions. La réciproque est-elle possible? Réponse de Nicolas Blondeau, c'est une bonne question. Je voudrais finir par cet échange car il est très éclairant sur ce qui se passe à l'école Blondeau. Tout d'abord, remarquez à quel point la question est le résultat d'une pensée libre et intelligente. Et remarquez aussi que Nicolas Blondeau n'a jamais fait croire à ses élèves qu'il avait réponse à tout, qu'il était un gourou ou un être doté de pouvoirs exceptionnels, mais simplement un homme qui cherche et se pose des questions dans le seul but de simplifier la vie des hommes et de la rendre agréable aux chevaux. Vous m'invitez pour répondre à une question très intéressante, comment faire évoluer les formations en rapport avec les questions du bien-être. Nicolas Blondeau a répondu à cette question en créant une méthode d'éducation du jeune cheval à partir de notre culture équestre française, une culture qui a comme objectif la descente des aides, c'est-à-dire l'autonomie du cheval, qu'il prenne en charge une partie de la responsabilité de la tâche. Il a ainsi permis l'entrée de l'équitation de tradition française dans le XXIe siècle.